Salut les loups de mer, je vais vous parler un petit peu de mon histoire et de ma stratégie. Je pense que beaucoup l'attendent parce que c'est ce qui va permettre de crédibiliser ou non mes vidéos et de faire en sorte que vous puissiez identifier si mes vidéos vont vous correspondre ou pas, quoi en attendre et comment je vois l'investissement, comment je vois le monde de la bourse, etc. Bon, déjà pour le nom de la chaîne, Cap sur la bourse, c'est un petit peu un jeu de mots pour market cap, puisque vous avez vu au fur et à mesure de mes vidéos que c'est un des points les plus importants de l'analyse fondamentale, avec le PE ratio qui est lié au market cap. Euh, donc du coup, il y a ça, et il y a l'analogie en fait avec la direction que je vais vous faire prendre sur les investissements, donc donner un cap, et l'analogie aussi avec les termes marins, puisque je considère un petit peu ça comme de la pêche au gros, l'investissement. Euh, En fait, il y a plusieurs domaines dans l'investissement et ça correspond à plusieurs poissons. Et donc du coup, notre rêve à tous, c'est de mettre 100 euros sur Amazon quand c'est pas connu ou sur Netflix et puis que ça explose et de faire un x100 sur notre investissement ou le plus simple c'est sur le Bitcoin, le meilleur exemple c'est de mettre sur le Bitcoin et que en 6 mois vous faites un x 1000. Voilà, ça c'est le gros poisson. Donc moi ce que je veux, comme vous, c'est choper le gros poisson. Par contre, comment dire, mes expériences d'investissement, donc toute l'année 2021, m'aura appris pas mal sur le rêve de choper le gros poisson et mes ambitions. J'ai toujours l'ambition de choper le gros poisson et pour ça, je vous présente quelques entreprises comme Technicolor, Norwegian Air Shuttle, etc. Des petites pépites qui coûtent rien, des penny stocks, qui ont un potentiel de faire x10, x20, x30. Ça, c'est mon objectif et c'est très probablement votre objectif. Et moi, je vous présente des entreprises qui peuvent y arriver. Le problème, c'est qu'il y a un risk-reward. Il y a un risque d'investir sur ces entreprises-là, puisque forcément, si elles sont basses en bourse, c'est pas pour rien en général, et soit on y croit, soit on croit dans ce qu'elles font ou dans le domaine dans lequel elles sont, soit on n'y croit pas, et si on n'y croit pas, si on n'est pas parfaitement convaincu, il ne faut surtout pas essayer de choper le gros poisson sur ces entreprises-là. De choper le gros poisson tout court en fait, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. C'est pour ça que la stratégie est vachement importante, parce que les études montrent que ils ont fait des études sur quel type de personnes génèrent le plus de profit en bourse. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les blancs? Est-ce que c'est les noirs? Est-ce que c'est les hauts diplômés? Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas de diplôme, etc. Et la catégorie qui a surperformé tout le monde, c'est les gens qui sont morts. Parce qu'en fait, ils font leur investissement et ensuite ils y touchent plus jamais. C'est pas oh putain ça a perdu 3%, faut que je sorte, ah bah ça a pris 12%, donc là je peux sortir et puis réinvestir et puis prendre mes bénéfices et machin. C'est tu crois dans l'entreprise dans laquelle tu investis. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle l'investissement. Moi je vous parle d'investissement et pas de trading. Alors j'en fais aussi un petit peu, mais c'est surtout d'investissement. Quand tu investis dans quelque chose, c'est parce que tu y crois. Et la bourse normalement c'est ça. C'est est-ce que tu crois dans telle entreprise ou non, et est-ce que tu veux lui apporter ton soutien. À la base, c'était ça. Maintenant, c'est générer du profit, machin, etc. Et je suis rentré en bourse pour ça, pour générer du profit. Je fais partie de tous ces trous de balles qui veulent ça, parce que c'est normal, c'est égoïste, on a besoin de ça. C'est le rêve de beaucoup de monde d'atteindre la liberté financière, et ça, c'est un bon moyen de l'atteindre. Ok. Donc, du coup, moi, je vous donne une opportunité, un potentiel. Après, à tout moment, ça ne peut ne pas marcher. Voilà, il faut prendre en compte quand vous investissez là-dessus que c'est pas exempt de risque. Vous pouvez y perdre, vous pouvez y laisser des plumes si vous essayez de choper le gros poisson. Donc ça, c'est le plus gros risque, mais la plus grosse récompense. Après, il y a les poissons moyens, c'est la plus-value boursière. C'est par exemple si on investit sur Google, parce qu'on sait que Google ça va continuer à performer, ou Amazon ou des trucs comme ça, et que bah ça continue à avoir un développement organique et tout, et que bah, c'est investi dessus, ou un ETF hein, sur les compagnies américaines tout simplement, ça va continuer à générer des bénéfices.
Donc là, vous faites je sais pas, un x2 en un an et demi, 2 ans, ce qui est très bien. Euh, mais ça vous permet pas d'être millionnaire en 2 ans, quoi. Et après, il y a les petits poissons. Donc ça, c'est plus pour moi les compagnies à dividendes qui vont latéraliser et reverser des dividendes, qui vous permettent d'être sûr, sans perte de capital, de gagner 6% par an. Vous pourrez investir ailleurs, soit sur des trucs pour choper des gros poissons, soit sur des moyens poissons, soit réinvestir sur des petits poissons, et après avoir un banc de poissons, en gros. Donc en gros, c'est les trois grosses stratégies. Après, évidemment, dedans, il y a l'immobilier, il y a plein de trucs. Moi, je vous parle de l'investissement en bourse, mais l'immobilier correspond plus aux dividendes. Donc ça, c'est les trois grands axes. Ok. Donc, moi, je tape sur les trois axes. J'investis sur les moyens, j'investis sur le risk-reward, j'investis sur les dividendes. Mais lesquels des trois sont intéressants pour maximiser le rendement de petits poissons qu'on va choper, le rendement de moyens poissons et le moyen de gros poissons. Ok. Donc du coup, petit disclaimer tout d'abord, toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement, sans en aucun cas une recommandation d'achat, et investir en bourse comporte des risques. Je te l'ai dit, mon gars. Je te l'ai dit. Donc du coup, un petit sommaire vite fait. C'est pas beau, hein, mais bon, vous savez que je suis pas trop dans la présentation, dans la poudre aux yeux, etc. Je suis là pour parler vrai. Les vrais se savent, les gars, on se sait, nous. Euh, donc moi, j'investis depuis pas hyper longtemps. À la base, donc moi je suis ingénieur. J'ai fait les arts et métiers en école d'ingénieur. Avant ça, j'avais fait un BTS, etc. J'ai fait une prépa dans la foulée. Bref. Donc à la base, moi je suis pas du tout dans le milieu financier. Je suis dans le milieu industriel où bah, j'ai commencé avec de la gestion de projet principalement. Ensuite, j'ai récupéré un service, donc je manageais des ingénieurs et des techniciens. Puis ensuite, là actuellement, j'ai un service un petit peu plus gros où j'ai une trentaine de personnes. Et puis là, donc, je suis en train de démissionner euh, pour aller dans des domaines qui m'intéressent plus et dans lesquels je suis plus intéressé. Et donc récupérer des directions de services, d'usines ou de sociétés de prestations. En parallèle, j'ai quelques business que je suis en train de monter. Et mon but du jeu, c'est de générer un maximum de bénéfices ou d'économies, globalement, pour pouvoir investir maintenant que j'ai compris comment fonctionne la bourse, comment générer du profit euh, facilement sur des actions peu risquées. Et en même temps, je garde une partie de mon portefeuille pour des entreprises que j'appelle x10, c'est-à-dire des boîtes comme Technicolor ou Norwegian Air Shuttle qui peuvent en un an en un an ou en 2 ans faire un x5, x10. Voilà, donc ça c'est notre objectif, notre rêve, c'est plus notre rêve, c'est pas notre objectif mais c'est notre rêve. On aimerait tous trouver des actions x10. Sauf que bah, il faut bien chercher, il faut bien se renseigner dessus et il faut bien s'intéresser à la situation géopolitique, etc. C'est une passion. Si ça vous passionne pas, la géopolitique, les entreprises, les machins, les ski, la que tel président va être élu, que lui il est plus écolo donc il va plus enlever des centrales nucléaires et mettre des hydroliennes, des éoliennes ou des hydroliennes et que du coup bah, il va plus faire monter le cours boursier de telle entreprise, machin, etc. Si ça ne vous passionne pas et que vous passez pas 1 heure par jour à lire les journaux, à regarder euh, des sites technologiques, à regarder les brevets, l'INPI, etc., n'essayez pas de trouver une entreprise x10. Vous ne la trouverez pas, à part si vous avez une chatte phénoménale, mais sinon vous ne la trouverez pas. Et euh, Et voilà. Sinon, le seul autre moyen, c'est de faire confiance à des gars comme moi. Mais on se connaît pas, les gars. On se connaît pas. À tout moment, je peux vous vendre du vent. Comme les gars les pubs là que vous avez, qui vous disent avec ma méthode 100% gratuite pour l'investissement, je fais un séminaire ce soir. Viens t'inscrire à ma présentation, c'est totalement gratuit, machin. Euh, on les connaît pas, ces gars-là. Je vous déconseille de suivre leur formation de merde. Euh, et je vous conseille pas forcément de me suivre moi, parce que moi j'ai une vision qui est la mienne, qui est très industrialisée. Moi, mon expérience fait que je viens de l'industrie, j'ai fait de la métallurgie, de l'agroalimentaire, j'ai fait
plein de trucs. Donc, je connais. Actuellement, là, je suis en train de démissionner de chez Unilever. Donc, les grosses compagnies, je les connais. Je travaillais dans la défense aussi, enfin, dans l'armement, en gros. Donc, du coup, moi, je vais plus être axé sur ces entreprises-là ou sur des entreprises qui sont, enfin, pour les x10, et sinon sur des entreprises qui sont trop sous-cotées. Donc, on va y venir juste après. Bon, écoutez, on va le faire maintenant. Ou des entreprises qui sont trop sous-cotées, typiquement euh, les aéroports ou les compagnies aériennes. Elles se sont fracassées les gueules parce que il y a eu le Covid et que du coup elles font plus de bénéfices, elles font du déficit et il va falloir longtemps pour pouvoir rembourser ce déficit qui a été créé, puisque le déficit est énorme par rapport aux bénéfices qu'ils font en temps normal. Sachant que le temps normal, on n'y est même pas encore revenu, puisque à part Norwegian Air Shuttle par exemple, il y a assez peu de compagnies aériennes qui sont revenues à la rentabilité et elles continuent à faire du déficit. Alors de moins en moins, mais elles continuent à perdre de l'argent et donc à agrandir le, le saut de pognon, la tirelire qu'il va falloir rembourser. Ok, donc du coup, ça, c'est des actions qui se sont fracassées en bourse. Et c'est normal, hein, à raison. Hein. Sauf que moi, je les considère comme sous-cotés parce que est-ce que vous imaginez l'être humain ne plus utiliser l'avion pour se déplacer? Moi, par exemple, j'aime bien le Japon. J'ai travaillé pour une entreprise japonaise. J'ai vécu un mois à Tokyo. Euh, pour aller à Tokyo, pour revenir de Tokyo, sans l'avion, c'est mort, les gars. En bateau, c'est hyper long. Et c'est le seul autre moyen, puisque finalement, on est séparé par un océan. Hein. Donc, euh, donc, du coup, l'aviation, c'est évident que ça va remonter. C'est évident. Il faut être patient, c'est tout. Et c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que je suis rentré dedans trop tôt en me disant ça va remonter direct. Donc du coup j'ai attendu et puis ça remontait pas. Alors du coup je suis parti sur autre chose, puis machin, et puis finalement je suis revenu et, euh, et j'ai réussi au bout d'un an d'investissement à essayer de surfer sur le Covid, à ancrer dans mon esprit qu'il faut que j'arrête d'essayer de maximiser mon bénéfice, etc. sur des actions comme ça. C'est déjà du tout cuit. Là-dessus, il n'y a rien d'important, c'est sous-coté. Donc ça fait partie de la plus grosse partie de mon portefeuille, donc on y viendra après, hein, de toute façon, pour discuter de ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc le sous-coté, voilà, c'est ça que je voulais vous dire dessus. Les entreprises en bonne santé, c'est des entreprises comme Amazon, par exemple, qui font des bénéfices de plus en plus forts, ou qui ont des bénéfices stables, et donc qui sont l'entreprise, elle est saine, elle est en très bonne santé, et du coup elle risque pas de descendre, et l'inflation et la bourse étant ce qu'ils sont, euh, une entreprise qui est en bonne santé, elle ne fera que monter, elle descendra pas, c'est pas possible. Ça, c'est bien sûr que si, c'est possible s'il y a des mauvaises nouvelles, s'il y a des conflits géopolitiques, etc. Mais une entreprise qui est en bonne santé, elle devrait faire que monter. C'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de voilà. Bon. Maintenant, le problème, c'est qu'elles sont tellement hautes que il y a un risque que ça descende. Mais il y a des entreprises qui sont pas trop hautes et qui sont en bonne santé et sur lesquelles il est intéressant d'investir. Et j'en ai un peu dans mon portefeuille, donc on les listera après. N'hésitez pas à vous inspirer de mon portefeuille si ça vous intéresse, puisqu'il y a des actions qui franchement peuvent correspondre à votre stratégie d'investissement. Mais voilà. Donc du coup, dans ma stratégie, j'ai des actions sous-cotées, beaucoup, des actions en bonne santé. Alors pas beaucoup, mais ça correspond à quand même une bonne partie de l'argent que j'ai mis dessus, puisque c'est des entreprises qui sont peu risquées. Ça me permet d'épargner en fait et de pas risquer toute mon épargne. Des cryptos. Les cryptos, c'est super intéressant parce que si vous êtes hyper intéressé, encore une fois, il faut s'intéresser. Les cryptos, c'est compliqué à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait, pourquoi c'est intéressant, lesquelles sont intéressantes, etc. Mais si vous vous intéressez vraiment, euh, les cryptos, il y a énormément à en tirer. Moi, personnellement, sur cette année, les cryptos, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. C'est mes meilleurs rendements. Mais les cryptos, c'est hyper risqué. Parce que si vous ne connaissez pas, et si vous n'êtes pas capable d'analyser graphiquement et fondamentalement une crypto-monnaie, vous êtes mort. Parce que si vous suivez moi ou n'importe quel trou de balle qui va vous dire oh putain cette crypto elle va faire x10, ces nouvelles cryptos qui vont exploser machin, euh, premièrement vous n'êtes pas sûr que ça va arriver, et
on se connaît pas et vous les connaissez pas, et à tout moment, ils vous vendent du vent, ils font des titres putaclic juste pour faire du bénéfice. Donc, attention à ça. L'autre point, c'est attention aussi au moment où vous rentrez, vu que c'est des marchés qui sont très très volatiles. Le moment où le mec tourne sa vidéo et où il la sort, déjà, il y a un délai. Le moment où la vidéo sort et où vous la regardez, il y a un délai. Et ce délai-là, il est peut-être trop long pour des marchés volatiles comme les cryptos. Parce que, en fait, si vous dites rentrez dedans, le temps que vous vous y mettez sera pris 20%, et le lendemain, eh ben, elle peut perdre 40%, et faire péter un stop loss si jamais vous avez des leviers, etc. Levier, moi je déconseille très fortement, du coup. C'est le meilleur moyen de faire un x10, mais c'est le plus risqué, et de toute façon, vous péterez vos stop loss. Donc, les leviers, évitez, à part si c'est des petits leviers, x2, x5 grand max, et sur des actions pas trop risquées, où vous avez une petite info, etc., que vous êtes persuadé que ça va exploser. Euh, je vais le noter. Voilà, levier. Donc les leviers, attention, j'en ai, mais faites attention. Moi, j'en utilise principalement pour des matières premières ou pour Tencent, par exemple. Euh, mais sinon, j'évite. Et le dernier point qui est le plus important, qui est en gros le point qui guide complètement mes investissements, c'est le Covid. Moi, je me suis toujours intéressé à tout, aux entreprises, à la technologie, un petit peu au monde financier et tout ça. Mais je suis jamais rentré dans l'investissement avant parce que, en fait, j'avais même pas, bah, ça me m'était même pas venu à l'esprit en fait d'investir. Je gagne bien ma vie et ça me suffit. Et puis, bah, si j'investis dans l'immobilier, voilà, je suis propriétaire de mon appartement, etc. C'est des trucs comme ça, mais je me suis jamais dit que je serais millionnaire grâce à la bourse en fait. Euh, et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et au terme d'une discussion sur le cours pétrolier, où le pétrole avait perdu 60%, et je me suis dit, mais c'est évident que le pétrole, on va pas pouvoir l'arrêter tout de suite, parce que technologiquement, moi, ma capacité, mon gros plus, c'est la technologie et le fonctionnement des entreprises. Et je sais très bien que technologiquement, on est incapable de faire une transition en moins de 10, 15, 20 ans pour passer du pétrole à autre chose, comme, comme l'électrique ou l'hydrogène, ou etc., qui sont d'ailleurs des très bons domaines d'investissement, surtout l'hydrogène. Si vous avez une conviction que le pétrole va s'éteindre, je conseille plus de s'orienter vers l'hydrogène, mais attention, encore une fois, intéressez-vous, il y a l'hydrogène gris pardon, et l'hydrogène vert. C'est l'hydrogène vert qu'il faut. L'hydrogène gris, c'est de la merde. Modérez mes propos, hein, mais voilà. En gros, considérez que l'hydrogène vert, c'est un truc qui a beaucoup d'avenir. C'est le nouveau Bitcoin, hein, si vous voulez. Mais, euh, mais bon, il faut trouver les bonnes entreprises sur lesquelles investir. Il faut être sûr qu'elles vont faire de l'hydrogène vert, etc. C'est des recherches, c'est du temps, etc. Et je pense que je ferai des vidéos dessus parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Bref, le Covid, j'ai encore divagué. Le Covid, euh, ça nous a offert une porte d'entrée phénoménale. Et du coup, ça nous a permis de re-rentrer comme si on avait commencé à investir il y a 10 ans. Et au final, si vous avez commencé à investir il y a 10 ans, bah aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers d'euros. Ou des millions. Hein, ça dépend de combien vous avez investi et de combien vous rajoutez chaque année et comment vous avez investi, etc. Si vous êtes Joel Rigolo, vous êtes un gros guignol, c'est possible que vous ayez perdu votre pognon. Mais en vrai, sur ces 10 dernières années, enfin, c'est quand même bien monté. De toute façon, on va voir les courbes. Donc il y a quand même assez peu de chances que vous ayez perdu tout votre argent. Si vous n'avez pas fait trop le foufou, quoi. Donc du coup, cette opportunité-là, c'est une opportunité d'une vie. Parce que enfin, des grosses crises mondiales comme ça, à part s'il y a une guerre mondiale, à part s'il y a la crise des subprimes, ou à part, c'est des trucs, ça arrive tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Donc, euh, donc il fallait, je me suis dit, ok, là il y a une opportunité, il faut que j'en profite. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai construit toute ma vie. Chaque fois qu'il y a une opportunité, je me dis, il faut y aller. Là, typiquement, j'étais en arrêt ces dernières semaines. Je me suis dit, ok, je profite de cette opportunité, il faut que je fasse quelque chose de mes journées. Je crée une chaîne YouTube sur un truc qui me passionne, et la bourse, qui est la bourse, et du coup, transmettre mes connaissances. Donc là, le Covid, qu'est-ce qu'on peut en faire du Covid? Le Covid, on peut
peux regarder qu'est-ce qui s'est fracassé la gueule à cause du Covid. C'est-à-dire que, en fait, j'étais enfermé chez moi, j'étais confiné, je me dis putain, je peux plus rien faire. Je peux pas prendre l'avion, je peux pas aller au restaurant, je peux pas boire un coup, je peux. Donc, les entreprises qui doivent être fracassées, c'est les fabricants de bière, c'est les trucs de restauration d'entreprise, c'est les compagnies aériennes, c'est les aéroports, c'est voilà, c'est les cinémas, c'est ce genre de trucs. Donc je me dis, ok, c'est là-dessus qu'il faut que j'investisse. Parce que les compagnies aériennes, c'est évident qu'on va continuer à utiliser l'avion. La bière, je ne sais pas vous, mais moi, sans en faire l'apologie, j'en consomme quand même pas mal. Et je sais que j'arrêterai pas de consommer de la bière. Covid, pas Covid, pas... donc ça va remonter. Le cinéma, je suis pas un gros cinéphile. Euh, Par exemple, moi je suis beaucoup plus sur Netflix que ce que je veux au cinéma, par exemple. Mais sur les liens sociaux, surtout les relations hommes-femmes, on a fait une vidéo là-dessus, le cinéma a des gros avantages que Netflix n'a pas. En fait, Netflix a aussi ses avantages, mais c'est un peu l'après, tu vois. C'est au début on fait cinéma et après, bon, en plus je joins les gestes à la parole, je vais me faire striker. Bref, vous m'avez compris. Donc du coup, euh, c'est là-dessus. Ma stratégie, moi, c'est ça. Ok, c'est les entreprises qui se sont fait fracasser et dont on va encore avoir besoin et qui vont forcément continuer à performer. Et c'est ces entreprises-là sur lesquelles j'investis. On passe sur les courbes, ça fait déjà 20 minutes. Et, euh, et ensuite, on reviendra sur ça pour la conclusion, pour ceux qui n'ont pas eu la patience de tout regarder. Donc, au niveau du Nasdaq, donc ça c'est la courbe en gros des entreprises des États-Unis ou plus. En fait, c'est la majorité des entreprises mondiales sont cotées au Nasdaq, les plus grosses en tout cas. Euh, et donc du coup, c'est plus ou moins la bourse mondiale, mais c'est la cotation aux États-Unis. Donc là, on voit que ça a perdu 25%, 30% en gros avec le Covid et c'est remonté direct. Donc là, moi, j'ai considéré que je suis arrivé trop tard pour pouvoir réinvestir là-dessus, puisque en fait, il y a une crise mondiale et c'était déjà au-dessus de ce que c'était avant la crise mondiale, donc j'avais pas tellement d'intérêt d'investir là-dessus. Et j'en reviens un petit peu sur certaines entreprises qui sont des entreprises à dividendes, où finalement j'investis maintenant, alors qu'on est quand même assez haut. Mais sur toutes les autres, je me dis on est trop. Voilà. Donc ça, moi, j'évite. Parce que je veux le gros poisson. Ça, c'est la courbe du CAC 40. Donc c'est les entreprises cotées en France. Donc on voit qu'on a déjà dépassé notre niveau avant 2020, enfin avant le Covid. Et donc du coup, c'est peut-être déjà un petit peu trop haut. Mais vu que c'est pas beaucoup trop haut, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont encore sous-cotées, des entreprises qui sont surcotées, comme Hermès et Louis Vuitton par exemple, pour moi. Et donc du coup, eh ben, il y a moyen de choper des petites entreprises qui sont encore sous-cotées. Donc CAC 40, j'investis. Ça, c'est l'Europe. Donc on voit que c'est très indexé au CAC 40, hein, c'est la même courbe. Donc j'en tire les mêmes conclusions. Et ça, c'est le courbe de la bourse de Hong Kong, donc en gros pour les actions chinoises. Donc il y a beaucoup d'actions asiatiques qui sont hyper sous-cotées et on voit que elle s'est pas remis du Covid. Alors que les entreprises, si vous regardez les résultats financiers, elles se sont nettement remis du Covid. Enfin, il y en a même pas mal qui sont bien meilleurs qu'avant le Covid. Et pourtant, leur cotation, elle est en dessous. Donc du coup, ici, il y a de très 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 belles choses à faire sur le marché chinois. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas mal investi dans le marché chinois. Et je vais augmenter de plus en plus l'investissement dans le marché chinois. Parce qu'ils ont des entreprises qui offrent des beaux dividendes, ils ont des entreprises qui offrent une très belle plus-value, des beaux PE ratios, des... Voilà, donc il y a des vraies pépites en Chine. Donc, si on regarde un petit peu la répartition de mon portefeuille, parce que je pense que ça vous intéresse, sinon, bah passez, hein, de toute façon je mets les chapitres. Moi j'ai la majorité en actions, j'ai beaucoup de matières premières en ce moment, parce que là le marché actions sur les compagnies aériennes notamment, il est en train de se fracasser la gueule. J'ai fait des petites prises de bénéfices euh, que j'essaye de faire fructifier en matière première et ensuite je remettrai sur les compagnies aériennes. Alors, en soi, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Parce que je vous l'ai expliqué plus tôt, normalement,
si je crois à mon truc, il faut que je le laisse. Il faut que j'arrête de toucher ma table, ça fait bouger la caméra. Il faut que je reste concentré sur sur les compagnies aériennes et que je touche pas. Mais bon, là, il y a quand même, en fait, comme je dis, les protocoles, c'est ce que j'ai appris chez Unilever. Euh, c'est ce que j'ai détesté chez Unilever, c'est que les protocoles et les règles, c'est pour les cons. Parce que si on vous oblige à suivre tel protocole, telle, telle règle, telle règle, telle règle, telle règle, c'est qu'en fait on considère que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même et de vous adapter à une situation et donc du coup que vous êtes un con. Donc si vous n'êtes pas un con, ne vous conformez pas aux règles, mais c'est bien de connaître les bonnes pratiques en fait. Les bonnes choses à faire, les bonnes, enfin, c'est bien de connaître les règles, mais c'est pas forcément une bonne chose de toujours les respecter à la lettre. Donc là, pourquoi je les ai pas respectés à la lettre aujourd'hui? C'est parce que le marché de matières premières est très volatile et qu'il y a, en fonction de la géopolitique, énormément de choses à faire, sachant que euh, un simple sondage sur les élections présidentielles et par exemple ce qu'ils proposent pour l'écologie, sur les campagnes, sur le nucléaire, sur l'hydrogène, etc., ça peut avoir un gros impact sur les matières premières, sur le gaz, sur le pétrole, etc. Donc du coup, en ce moment, si vous vous intéressez vraiment à la géopolitique et au fonctionnement de ces marchés-là, bah, vous pouvez faire de l'argent. Mais c'est très risqué. Donc en gros, voilà, moi j'ai pas mal en matière première en ce moment. J'ai un petit peu en devise pour avoir une partie défensive sur mon portefeuille. J'ai 7% d'ETF parce que globalement c'est des ETF sur la Chine. Donc là c'est 7% d'ETF chinois. Et non, chinois et royalty sur les entreprises que je vous ai montrées. Ici, j'ai que 2% de crypto, mais en vrai, j'ai des portefeuilles à côté où j'ai beaucoup plus de crypto. Donc là, c'est vraiment de l'investissement. J'ai acheté des cryptos et je touche plus. Là sur les cryptos, en fait, l'avantage d'avoir séparé de mes comptes titres que je suis vraiment pour trader et investir et mes comptes crypto, c'est que les cryptos, je les ai achetés et là, j'y touche plus. Parce que c'est trop volatile et je sais que je vais faire des bêtises, donc voilà, j'y touche pas. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de vous justifier cette capacité à faire des bénéfices si vous touchez plus à votre investissement. C'est que les cryptos, j'y touche plus et c'est là que j'ai fait les plus gros bénéfices sur tout mon portefeuille. Bon, voilà. Si on regarde la répartition plus précise, chaque secteur là, c'est une action, une seule action. Et combien ça représente dans mon portefeuille? Et celui-là, là, le bleu, euh, c'est le reste. Donc en gros, j'ai 20% d'actions qui font moins de 1%. Et donc ça les a regroupés là-dedans. Et c'est plus intéressant que de les taper une par une. Donc du coup, on va regarder le top 20. Donc toutes celles-là. Euh, Sachant que la première, la number one, c'est Norwegian Air Shuttle, où j'ai 18% dessus. Pourquoi Norwegian Air Shuttle? Bah, je vais faire le youtubeur à la con, mais regardez la vidéo que j'ai fait dessus. Norwegian Air Shuttle, c'est le meilleur moyen d'avoir un gros poisson qui va faire un x10, qui, en gros, c'est une action qui est sous-cotée. C'est une action qui est en train de récupérer une bonne santé. En vrai, elle est en mauvaise santé parce qu'elle était au bord de la faillite, mais elle est en train de se diriger vers de la bonne santé. Elle est sous-cotée. C'est une action, une compagnie aérienne, donc une compagnie, en gros, c'est le Air France norvégien. Donc c'est exactement dans mon objectif post-Covid. Euh, c'est un super moyen de faire un x10, x20. Donc du coup, ça correspond à plein de critères qui sont les différentes stratégies que moi j'aime et les critères que je recherche. Donc du coup, bah, vu que c'est la corrélation de ces critères-là, la jonction entre ces différents secteurs-là, c'est pour ça que moi j'ai 20% de mon portefeuille uniquement sur Norwegian Air Shuttle. Si on regarde les différentes allocations, on voit que derrière j'ai Cineworld Group. Le cinéma, c'est vraiment le post-Covid. Vraiment, c'est juste ça, et c'est le post-Covid. Et maintenant, vu qu'elle est très 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 basse, c'est une action x10. Donc c'est pour ça que je suis dessus, alors que je suis pas vraiment un des plus gros clients de cinéma. Je suis pas un grand fan de ça. Mais le Covid lui a fait tellement mal, et pourtant je pense que le cinéma ne mourra pas. Donc du coup, j'ai mis dessus, parce que là c'est en train de remonter, et pourtant au niveau boursier ça continue à descendre. Donc
il y a une belle opportunité. Là, pareil, c'est la partie x10. C'est risqué, attention, c'est risqué. Enfin, c'est risqué. Le cinéma, pas tant que ça. Parce que je le vois pas faire faillite. Donc, l'entreprise en question, là, c'est Cineworld Group, si vous cherchez. Celle-là, c'est une de... Oh là, pardon. C'est une de mes petites préférées. TCH.pa, c'est Technicolor, donc c'est une entreprise française qui fait en gros... Bah, de toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, pareil, allez la regarder, je vais pas vous remettre... je vais pas reparler de ça. Et Technicolor, c'est encore un bon exemple. C'était la plus grosse action de mon portefeuille, ça représentait quasiment 20%, un truc comme ça. Et puis elle a publié des résultats qui n'étaient pas incroyables, mais qui étaient pas mauvais non plus. En gros, ils sont, ils avaient annoncé un plan de bataille Technicolor pour redevenir rentable et devenir une grosse entreprise comme ils étaient avant. Avant c'était Thomson, hein, si vous cherchez. Euh, et pour revenir à ça, ils ont un plan et ils sont pile dans le plan. Ils ont dit bah on fera tant de bénéfices sur tel mois, on va récupérer une rentabilité à tel mois, etc. Et ils sont pile dedans. Donc du coup, en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une entreprise qui part de très loin. Elle était au bord du déficit et elle est en train de revenir sur un rythme très sain. Et pourtant, la bourse, au niveau boursier, après cette annonce de résultats, elle a perdu, je sais plus combien elle a perdu, 6-7%, un truc comme ça. Et donc là, moi j'avais investi très tôt sur cette entreprise, donc je me suis dit, bon, bah, je fais une prise de bénéfice et j'en enlève pas mal, que j'ai réinvesti ailleurs. Et en soi, c'était une grosse erreur. Parce que, moi peut-être même plus, elle devait avoir perdu 10%, un truc comme ça. Et en fait, en une semaine, 2 semaines, elle a récupéré les 10%. Donc au final, moi, de toute façon, ça m'a fait des bénéfices puisque j'avais investi beaucoup plus tôt sur cette entreprise et de toute façon, j'étais en positif. Mais j'aurais attendu 2 semaines, bah, j'aurais pas retiré mon investissement de 1. Et si je l'avais retiré, bah, je l'aurais retiré avec beaucoup plus de gains que ce que j'ai fait là. Bon, là, du coup, ça, c'est ce qui reste que j'avais pas retiré. Et donc, du coup, il me reste encore 6% de mon portefeuille sur Technicolor. Là, actuellement, je suis sur l'or. Mais je joue aussi avec le pétrole et le gaz. Mais là, en ce moment, avec les, en fait, les chutes des actions sur lesquelles je suis, je me dis putain, la bourse elle se fracasse et donc du coup la valeur refuge c'est l'or, donc les gens vont se mettre sur l'or. Bon, ça a marché parce que tiens, je viens de rentrer sur l'or il y a 20 minutes, un truc comme ça, et je suis déjà à plus 3%, à plus 10%, pardon. Donc bon, voilà. Euh, Ensuite, les compagnies aériennes, donc Air France, International Airline, Consolidated Airline, un truc comme ça, donc 2,39%. J'ai EasyJet, j'ai Lufthansa, j'ai Norwegian Air Shuttle en compagnie aérienne évidemment. Bref, j'ai des trucs comme ça. Il y a les trucs de croisière aussi qui sont intéressants en post-Covid. Mais bon, sur les bateaux, moi pour avoir travaillé dans la maintenance, je sais qu'il y a quand même beaucoup de maintenance et c'est dangereux parce qu'à mon avis, ils sont en train de s'endetter pas mal. Euh, donc, donc voilà. Après, il y a la partie chinoise. Donc Yin, c'est en gros un ETF sur les entreprises chinoises. Kweb, c'est pareil. Ça, c'est Tencent, donc une grosse entreprise chinoise. Alibaba, pareil. J'ai encore pas mal d'Alibaba à côté d'ailleurs, mais qui sont pas là. Et Douyu, qui est en gros le YouTube chinois. Donc là, je suis un peu en perte là-dessus, mais heureusement, j'ai pas investi beaucoup. Donc voilà, là, en gros, si on résume pour l'instant, c'est du post-Covid, de la Chine et des compagnies aériennes. Ensuite, Inch, là, ça c'est une crypto-monnaie. Euh, qui pour moi a ce qu'il faut pour faire un x10. Alors encore une fois, je vous le dis, ne m'écoutez pas là-dessus. Faites-vous vos propres avis sur les cryptos parce que entre le moment où je le dis et le moment où vous allez regarder la vidéo, il y a un monde. Entre ce que je suis capable d'analyser sur cette crypto et ce qui se passe vraiment, il y a un monde. Mais bon, moi, je suis assez bullish là-dessus. Et après, il y a la partie dividende. Donc, typiquement REML, par exemple, où j'ai fait une vidéo dessus aussi.
qui me permet de récupérer des dividendes régulièrement et une plus-value boursière. Mais c'est le cas aussi sur les compagnies aériennes dans lesquelles j'ai investi. Parce que actuellement, elles vont pas bien. Et ça, c'est ce que j'ai appris au cours de cette année, c'est que elles vont vraiment pas bien et il va falloir du temps pour qu'elles se remettent sur les pieds, enfin sur pied, tout court. Mais du coup, je vais pouvoir générer une plus-value boursière en régénération de l'entreprise après le Covid. Mais en attendant ça, pour pas que, enfin, pour maintenir sur l'action et pour me forcer à pas aller ailleurs, ben j'essaye d'en prendre qui versent des dividendes. Voilà, tout simplement. Et après, bah il y a Vinci, ça c'est des entreprises en bonne santé. RU.PA c'est pour les dividendes et la plus-value boursière potentielle. HMSO c'est Emerson, c'est pour les dividendes aussi et la plus-value boursière potentielle. Et parce que ça c'est un truc post-Covid, en gros, Emerson c'est ceux qui font les centres commerciaux et tout ça. Donc forcément, ça a pris super cher avec le Covid, mais les centres commerciaux, on recommence à y aller et, euh, et du coup, ça va remonter. C'est pas une action que je garderai 20 ans parce que pour moi, les centres commerciaux, vu qu'il y a Amazon et Alibaba, par exemple, à terme, les centres commerciaux, ils vont crever. Ou Zalando, ou tu vois, les trucs comme ça. À terme, les centres commerciaux, c'est pas intéressant. Mais là, en régénération de l'entreprise post-Covid, c'est intéressant. Voilà. MFA, c'est du dividende, hein, ça fait partie des entreprises cotées sur l'ETF REML. Voilà, donc c'est de l'immobilier hypothécaire et de l'immobilier tout court. J'ai beaucoup aussi de LTC sur les maisons de retraite, etc. Donc en gros, je récapitule et ce sera ma conclusion en revenant là-dessus. Là-dessus même, on avait dit mon but du jeu et ma stratégie, et pour moi, c'est une des plus sûres et un des meilleurs moyens de faire du x2, x3, c'est d'investir sur des entreprises qui sont nécessaires à l'humanité, qui font des produits nécessaires à l'humanité, et qui se sont fait défoncer par le Covid. Donc en gros, on est capable d'expliquer la chute de bénéfices. On va repartir sur les actions aériennes, pour moi c'est le meilleur exemple. L'avion, on va continuer à le prendre. Alors ce sera peut-être pas la même technologie, ce sera peut-être un Boeing, ce sera peut-être un Airbus, ce sera peut-être un A320, ce sera peut-être un A380, un Concorde, etc. J'investis pas sur le Concorde, j'investis sur le domaine. C'est intéressant d'investir sur les compagnies aériennes puisque elles vont continuer En fait, il y a même beaucoup mieux. Actuellement, je suis sur les compagnies aériennes, mais là, je vais faire une rotation de mon portefeuille un petit peu, toujours dans le même domaine, mais en plus sûr. C'est en investissant sur les aéroports. Puisque les compagnies aériennes, il y a de la concurrence. Il y a Ryanair, Lufthansa, Air France, machin, et il se peut qu'il y en ait qui fassent faillite pour que d'autres récupèrent le marché. Ça, franchement, c'est pas impossible. Donc faites attention à ça quand même. Mais les compagnies aériennes, elles existent, enfin, ça va continuer à exister. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment, combien de temps, etc. Mais ça va continuer à exister pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on crée la téléportation ou des trucs qui soient plus efficaces et moins chers que l'avion. Donc du coup, ça c'est sûr, mais ça va prendre du temps. Mais par contre, ça peut faire du x10 machin. Donc voilà la stratégie qui pour moi est la meilleure. Et donc du coup, ouais, j'attendais la conclusion pour dire ça. Je suis désolé, hein, j'ai rien préparé en fait. Donc je vous dis, et je vous parle à cœur ouvert comme je le pense. Et donc du coup, mieux que les compagnies aériennes, c'est les aéroports puisque ils versent des dividendes et on est sûr qu'ils vont continuer à performer. Typiquement, il y a le groupe ADP. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que typiquement International Consolidated Air Group, machin, ça par exemple c'est une compagnie aérienne qui verse des dividendes tous les 6 mois et au niveau du cours boursier, elle s'est fracassée. Si vous regardez EasyJet par exemple, elle verse des dividendes aussi et si vous regardez le cours boursier, eh ben il est pas au top, il s'est fracassé. Avant il était à 18, enfin en gros 14, 18 quoi avant Covid. Après Covid il est à 7. Si vous regardez ADP, donc c'est on va regarder tout de suite ADP. Ah, fait chier. Aéroport de Paris.
Bah, j'aurais peut-être dû préparer avant. Bon, c'est pas grave. Aéroport de Paris, vous me croyez sur parole, il est bien descendu. Et à raison, puisqu'il y a moins de trafic. Mais le trafic est déjà en train de reprendre, puisque en pointillé, vous avez la courbe de trafic aérien de 2019. Sachant que l'aéroport de Paris, attention, hein, ça s'appelle l'aéroport de Paris, mais c'est pas que l'aéroport de Paris. C'est le plus gros conglomérat d'aéroports au monde. Il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis. Donc voilà, ils ont plein d'aéroports, y compris celui de Paris. Enfin, ceux de Paris. Donc, 2019, trafic. En 2020, bah, il y avait un trafic qui était identique jusqu'à février où là, il y a eu le lockdown. Paf, interdiction de voler. Donc, du coup, avril, mai, juin, du déficit, du déficit, du déficit. On reprend en 2021 et on voit que on a entamé un courant ascendant. On va redescendre un petit peu en septembre, octobre, novembre. Novembre, ça va être enfin aujourd'hui là c'est le gros creux. En décembre, ça va remonter parce que il y a Noël et tout ça, les gens vont aller voir leur famille. Et puis ça va reprendre en 2022 un vrai cours haussier. Euh, on ne sera pas au niveau de 2019 encore, mais on devrait être autour des 6, enfin des 4 en rythme de croisière et monter au niveau des 8 en juillet, août, septembre, qui sont les périodes de vacances. Et je ferai une vidéo exprès, je pense, sur Aéroport de Paris. Et donc, ça, c'est juste l'aéroport de Paris, en Orange. Et ça, c'est le groupe aéroport de Paris, donc mondial. Et vous voyez que là, c'était corrélé au lockdown, comment ça s'appelle? Au confinement français. Mais ici, euh, quand on n'est pas sur ce qui se passe en France, on voit que c'est un petit peu mieux, puisque on a vraiment récupéré un cours très haussier sur juin, juillet, août, septembre. Ça va clairement redescendre, mais ça va remonter sur décembre, un peu pareil, mais on est plus sain qu'en France. Voilà. Donc du coup, les aéroports, en vrai, c'est le meilleur moyen de limiter les risques et d'avoir une plus-value de. Donc là, il reste un x2 à faire, plus des dividendes facilement. Si on regarde vite fait les courbes, ce qui est intéressant sur EasyJet par exemple, bon là elle est en train de prendre de la dette, ce qui est normal puisqu'elle fait du déficit. Mais ce qui est intéressant au-delà des dividendes, c'est que les insiders, c'est-à-dire les dirigeants de EasyJet, achètent des actions EasyJet parce qu'ils savent que ça va repartir et que leur entreprise n'est pas menacée par les autres compagnies aériennes. Si on regarde les autres, euh, IAGL c'est pareil. Il y a moins de 3 mois là, ils viennent d'en acheter 36 000 actions. 6 à 9 mois, ils ont acheté 55 000 actions. Donc ça veut dire que, pareil, eux, ils savent que, enfin, ils pensent, ou ils savent, que leur entreprise, elle va surperformer le marché. Et elle va remonter. Donc ça, c'est d'autres actions. Donc là, on voit que ça vend, par exemple, mais c'est pas une compagnie aérienne. Ça vend, ceux qui ont ces entreprises-là ont vendu énormément d'actions. C'est un truc pétrolier. Euh, donc du coup, non, shipping c'est bah, livraison par bateau, machin, et c'est ouais, des transporteurs de gaz, etc. Euh, bon, ça c'est un autre domaine. Metrobank, par exemple, vous voyez que là c'est du sous-côté. Alors c'est pas de l'aérien, c'est du bancaire, mais ils ont acheté plus qu'ils ont vendu. Ils ont surtout acheté des actions. Les gens de Metrobank. Donc ça veut dire qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir remonter. Donc ça c'est intéressant, c'est un truc important à prendre en compte. Euh, Enfin voilà, c'est ce genre de truc à prendre en compte. Ça aura été une vidéo très longue, mais bon, il y a beaucoup à dire. Et bon, c'est comme ça, hein. Je suis un peu bavard, il va falloir trier. Alors je vais faire des petits chapitres et puis bah, n'hésitez pas à voguer entre les chapitres pour aller plus vite et pas m'entendre déblatérer mes conneries. Encore une fois, réfléchissez par vous-même. N'écoutez pas ce que vous disent enfin, écoutez ce que vous disent les gens, mais analysez-le et traitez l'information avant de suivre bêtement. Euh, c'est globalement, pour faire une petite analogie, moi, je vous dis où choper le poisson. Après, c'est à vous de mettre le bon appât au bout de l'hameçon. Je vais rester sur cette phrase parce que je la trouve vachement sympa. A plus les gars.